Depuis plusieurs années, les relations autour du pétrole vénézuélien sont devenues l'un des meilleurs exemples de la manière dont l'énergie, la finance et la géopolitique s'entremêlent. Lorsque l'administration américaine de Donald Trump a pris le contrôle d'environ 50 millions de barils de brut provenant du Venezuela, les États-Unis ont immédiatement mis fin aux accords énergétiques existants entre Caracas et Chine. Cette décision s'est accompagnée d'une exigence très claire. Toute décision concernant les prix du pétrole vénézuélien devait désormais passer sous l'autorité des États-Unis, même lorsqu'il s'agissait de transactions impliquant des pays tiers. Peu de temps après, Pékin a répondu de manière inattendue. Les autorités chinoises ont annoncé la suspension totale des importations de pétrole en provenance du Venezuela et précisé qu'aucun navire transportant ce brut, quel que soit son pavillon, ne serait autorisé à accoster dans les ports chinois. Ce geste a immédiatement bouleversé la stratégie américaine et soulevé une question centrale. Pourquoi la Chine décide de se détourner complètement d'une ressource énergétique qu'elle exploitait depuis des années dans un cadre stable? Lorsque l'on évoque les grandes puissances pétrolières, l'attention se porte souvent sur le Moyen-Orient. Pourtant, le pays qui dispose des réserves prouvées les plus importantes n'est autre que Venezuela, avec environ 300 milliards de barils, un volume supérieur à celui détenu par des producteurs majeurs comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou l'Irak. Le paradoxe est que ce pays, situé à proximité immédiate du territoire américain, a maintenu pendant longtemps une orientation politique et économique opposée à Washington. Cette attitude l'a placé au cœur des sanctions décidées par les États-Unis, qui se sont progressivement intensifiées à partir de 2017. Les premières mesures américaines ont visé la compagnie pétrolière publique vénézuélienne, PDVSA, en interdisant aux entreprises américaines de commercer avec elle. Les actifs de la société placés dans le système financier américain ont été gelés et l'usage du dollar pour régler les exportations de pétrole du pays a été bloqué. Dans un marché mondial où la monnaie américaine reste l'outil principal des transactions énergétiques, être exclu de ce circuit rendait les ventes plus difficiles et surtout les paiements presque impossibles. Même lorsque du pétrole trouvait preneur, il fallait passer par des intermédiaires, accepter des remises importantes ou attendre longtemps avant de recevoir les fonds. La pression s'est accrue en 2019, lorsque Washington a reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela et transféré entre ses mains le contrôle de Citgo, la filiale située aux États-Unis, qui représentait l'un des rares actifs internationaux rentables du pays. Citgo possède des raffineries et un large réseau de stations-service sur le sol américain. Perdre son contrôle revenait à couper la principale source de liquidités étrangères du gouvernement de Caracas. D'un point de vue juridique, les États-Unis n'ont pas présenté cela comme une confiscation, mais comme une réattribution aux représentants légitimes du pays, ce qui limitait les possibilités de recours du gouvernement en place. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et les innovations croissantes. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir et pour référencer la chaîne. Merci, continuons maintenant. Face à ces contraintes, le Venezuela s'est retrouvé obligé de brader une partie de son pétrole ou de le vendre dans des conditions difficiles. Pendant de nombreuses années pourtant, le Venezuela avait pu compter sur une relation énergétique stable avec la Chine dans le cadre d'un système de prêts garantis par le pétrole. La Chine avait accordé près de 60 milliards de dollars de financement remboursable par des livraisons de brut à prix préférentiel. Ce modèle offrait au Venezuela un moyen de soulager ses finances tout en assurant à la Chine un approvisionnement régulier. Mais lorsque Washington a renforcé son contrôle sur les flux pétroliers vénézuéliens, les paramètres de cette relation se sont retrouvés bouleversés. En début d'année, un responsable du gouvernement américain a indiqué que le prix du brut vénézuélien, initialement autour de 30 et 1 dollar le baril, serait désormais fixé à environ 45 dollars. Mais l'enjeu dépassait largement la question du prix. L'objectif américain était d'imposer de nouvelles règles encadrant la manière dont le pétrole serait vendu, transporté et payé. En d'autres termes, tout pays achetant ce pétrole, y compris la Chine, devait suivre des procédures définies unilatéralement par Washington. Pékin a interprété cette évolution comme une tentative d'intégrer les échanges pétroliers dans un système dominé par les États-Unis, ce qui allait directement à l'encontre de sa stratégie visant à renforcer l'usage du renminbi dans ses transactions internationales. Le 27 janvier, plusieurs médias internationaux ont rapporté que les principales compagnies pétrolières chinoises avaient reçu l'ordre de suspendre immédiatement toutes leurs activités liées au brut vénézuélien. Les cargaisons en route ont été mises en pause, les paiements restant gelés et les négociations en cours stoppées. La Chine ne faisait pas que réagir à une simple pression extérieure. Elle refusait d'entrer dans un système où elle n'aurait aucun contrôle sur les règles du jeu.
Un système où les conditions pouvaient changer du jour au lendemain. Pour Pékin, accepter de telles conditions une première fois reviendrait à admettre la possibilité qu'elles se répètent, ouvrant la porte à une dépendance structurelle sur le long terme. Cette décision constituait également un refus silencieux de reconnaître la légitimité du dispositif mis en place par Washington pour gérer le pétrole vénézuélien, dont la légalité reste contestée sur la scène internationale. Les accords signés auparavant entre la Chine et le Venezuela avaient déjà fixé les prix, les volumes et les modalités de règlement. Entrer dans un cadre défini par un autre pays aurait fragilisé l'ensemble de cette architecture. Privés de débouchés rapides en Chine, les États-Unis ont cherché d'autres acheteurs. L'une des pistes explorées a été Inde, à qui Washington aurait proposé des avantages tarifaires pour orienter New Delhi vers un système énergétique aligné sur les intérêts occidentaux, au détriment de ses relations avec des fournisseurs comme la Russie ou l'Iran. En parallèle, des appels publics ont été lancés pour encourager la Chine à reconsidérer sa position. La Chine n'a pas répondu par des déclarations. Elle a poursuivi sa diversification énergétique en renforçant ses importations provenant d'autres régions. En réalité, ce que la Chine a rejeté, ce n'est pas le pétrole vénézuélien lui-même, mais une structure commerciale dans laquelle un acteur unique, en l'occurrence, les États-Unis, peut modifier les règles à tout moment. Si une économie de la taille de la Chine acceptait ce mécanisme, les pays plus petits se retrouveraient avec encore moins de marge de manœuvre. L'ordre international risquerait alors de se transformer en un système fondé davantage sur le rapport de force que sur des normes partagées. Cette situation n'est pas sans rappeler celle qui s'est développée au début des années 2010, lorsque Washington a durci ses mesures contre Iran. À l'époque, les sanctions américaines combinaient restrictions énergétiques et blocage financier, et ne visaient pas seulement Téhéran, mais aussi tout acteur commercialisant son pétrole. En 2012, l'Iran a été déconnecté du réseau SWIFT et sa banque centrale a été placée sous sanction, ce qui a fortement limité sa capacité à vendre son pétrole brut. Même après l'accord nucléaire de 2015, qui avait permis une brève reprise des exportations, les sanctions ont été rétablies en 2018. Toute entité achetant du pétrole iranien s'exposait à des mesures punitives. Pour continuer à exporter, l'Iran a dû adapter ses méthodes. Certains navires désactivaient leur système d'identification, d'autres procédaient à des transferts en mer, des cargaisons étaient mélangées et les documents d'origine modifiés. Les marchés ont vu apparaître des volumes de brut lourd dont la provenance exacte était difficile à établir. Même si beaucoup soupçonnaient l'origine réelle de ce pétrole, l'absence de preuves directes compliquait l'application des sanctions et offrait une marge de manœuvre à certains acheteurs. Ces différents exemples illustrent un point fondamental. Les sanctions ne contrôlent pas les ressources elles-mêmes, mais les canaux permettant de les vendre. Le pétrole reste dans le sous-sol des pays producteurs. Ce qui est limité, ce sont les voies d'accès au marché. Tant que les sanctions s'abattent rapidement et que les pays ciblés n'ont pas le temps d'organiser une réponse, elles sont efficaces. Mais sur le long terme, certains États finissent par développer des alternatives. De nouveaux réseaux de transport, des circuits financiers parallèles, des méthodes de vente discrètes. Lorsque ces mécanismes prennent forme, la capacité des sanctions à empêcher les exportations diminue. C'est pourquoi un nombre croissant de pays expriment leur malaise face à l'usage répété du système financier mondial et du commerce énergétique comme instrument de pression politique. Pour les nations disposant d'importantes ressources naturelles, la priorité devient de rétablir leur souveraineté, de reconstruire leur capacité de production et de rétablir la confiance des marchés. Car une fois la stabilité retrouvée, les décisions concernant leurs ressources ne dépendent plus de puissances extérieures. Et ces ressources peuvent alors s'intégrer à des systèmes commerciaux qui ne reposent pas exclusivement sur le dollar. Du point de vue américain, le véritable enjeu n'est pas seulement la perte potentielle de quelques cargaisons, mais la possibilité qu'un grand producteur retrouve son autonomie stratégique et choisisse d'intégrer ses flux énergétiques dans des réseaux qui échappent à l'influence du dollar. C'est cette perspective, plus que les ventes du moment, qui redéfinit aujourd'hui les équilibres énergétiques mondiaux. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cela nous aiderait énormément si vous laissiez un commentaire, car l'algorithme de YouTube valorise cela et recommande la vidéo à davantage de personnes. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci et à bientôt sur Journal de l'innovation.